Un cadavre dans la véranda, des plans déchirés, des secrets enfouis. Bienvenue dans Contes policiers, je suis votre hôte Louis. Cette communauté grandissante d'amateurs de mystères est incroyable. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Vos messages me font toujours très plaisir. C'est parti. C'était un après-midi ensoleillé de fin mai, de ceux qui faisaient de paraître même les haies satisfaites. Les pelouses de la société d'horticulture de Sainte-Mildred étaient au beau fixe, parsemées de chaises et de banderoles impeccables, tandis que bleu et blanc, les tasses azatées teintaient doucement sous le murmure poli des conversations villageoises. Les géraniums flamboyaient dans des pots bien rangés. L'éponge, Victoria n'avait pas encore été cueillie. Tout était exactement comme il se doit dans le village de Manchester Street. Anne, le thé annuel du Garden Club ne se résumait pas à des concours de bégonias et de confitures. C'était un champ de bataille de rivalité silencieuse et de linge repassé. Et cet après-midi-là, sous le chapiteau rayé comme un bonbon cuit, personne ne se tenait plus grand, ni plus fier de lui-même que le colonel Geoffrey Arbuthnot. Retraité de l'armée indienne, juge de paix et adepte des discours, sollicité ou non, le colonel avait endossé le rôle de maître de cérémonie officieux. Il venait de commencer un de ses discours, mi-sermon, mi-bulletin météo, lorsque le premier cri fendit l'air chaud. Cela vient du conservatoire. Plusieurs têtes se tournèrent et les tasses furent rapidement remises dans leur soucoupe. Madame Amelia Ross, la femme du vicaire, laissa échapper un petit cri et volta vers le bruit comme une poule dérangée. Le colonel, rouge de colère et indigné par l'interruption, aboya. « Restez où vous êtes, mesdames, je m'en occupe. » Mais naturellement, personne n'est resté où il était. En quelques instants, la moitié du village s'était entassée dans la véranda vitrée qui jouxtait le jardin de la société. L'air était chargé du parfum des lys et de la terre chaude, et au centre de tout cela gisait le corps de M. Horace Bellingham Head, jardinier, rosiériste amateur et fouineur invétéré. Il était affalé près d'un établi, une fine traînée de sang coulant sous sa tempe. Un arrosoir à proximité était renversé, s'infiltrant dans la terre comme un ultime geste absurde et futile. C'est Madame Lavinia Winthrop, présidente de la Société d'horticulture et sainte patronne de l'agression passive, qui a rompu le silence. « Jeudi, dit-elle faiblement, serrant ses perles, je crois qu'il est tout à fait mort. » Derrière les vignes rampantes d'une clématite, une voix douce parla. « Oui, dit Miss Jane Marple en regardant doucement par-dessus ses lunettes. Je crois plutôt que oui. Et j'ose dire que ce n'était pas une chute. Le choc de la mort d'Horace Bellingham s'abat sur Manchester Street. Anne comme le froid inattendu d'une gelée printanière. Bien que le soleil brillait encore avec douceur sur les haies taillées et les fleurs truffées de jupons du jardin, quelque chose avait changé dans l'atmosphère, un fil invisible tendu et fragile, tendu entre chaque conversation polie. En début de soirée, le thé du Garden Club n'était plus qu'un souvenir, les dernières miettes de citron emportées par le vent dans l'herbe. L'agent de police de West Brackley, jeune et troublé, était arrivé au jardin d'hiver, chaussé de ses plus belles bottes et animé de ses pires instincts. Après avoir scruté le corps avec une sorte de gêne irrévérencieuse, il avait rapidement bouclé la zone avec de la ficelle de jardin empruntée au hangar du club. On raconta plus tard que c'était Miss Marple qui avait suggéré de ne rien déplacer. Discrètement, bien sûr, et à personne en particulier, même si, naturellement, la suggestion avait été immédiatement prise en compte. À la tombée de la nuit, les rumeurs avaient dépassé les faits. « J'ai toujours dit qu'il était trop curieux pour son propre bien », marmonna M. Digby au bureau de poste, en classant les lettres, avec l'air distrait de quelqu'un qui répète une théorie. Fouiner, prendre des notes sur les bordures herbacées des autres. Quel est le rôle d'un jardinier, je vous le demande ? Oh, mais ce n'était pas qu'un simple jardinier, ma chère, corrigea Miss Felicity Payne, dont le chignon argenté semblait fixé en permanence sur sa nuque. Il se prenait pour un juge de caractère. Il s'était fait des ennemis, je ne m'en étonnerais pas. Je l'ai vu un jour porter une règle sur les massifs de lavande de Lavinia Winthrop. Cette anecdote se répandit rapidement. En quelques heures, Horace Bellingham n'était plus simplement mort. C'était un homme au passé, jalonné de petites offenses et de vendettas floricoles. Au presbytère, le révérend Ross versait du thé à sa femme, ses mouvements étant inhabituellement mesurés. C'était peut-être un accident tragique, dit-il, d'un ton moins empreint de conviction que d'espoir. Une tête de mort s'est écrasée sur le banc, le pauvre garçon. Madame Ross sirotait sa tasse en fronçant les sourcils. Absurde. L'homme était allongé sur le dos et l'arrosoir était à quelques mètres. Je l'ai vu de mes propres yeux. De plus, Horace était d'un sang-froid irréprochable. Et vous savez ce qu'il pensait de sa santé ? Il ne touchait jamais au sucre ni au tabac. Il continuait à aller au jardin ouvrier à vélo tous les matins à 72 heures. « La vieillesse nous rattrape tous », répondit vaguement le vicaire. « Peut-être. Mais le meurtre est plus rapide, dit sa femme d'un ton sombre. Pendant ce temps, dans un coin tranquille de High Street, Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, une pelote de laine bleu pâle nichée sur ses genoux. Ses aiguilles à tricoter claquent doucement. Un son à la fois
apaisant et étrangement décisif, comme la lente prise de conscience. Son chat, Mother, la regardait en clignant des yeux depuis le tapis du foyer. « Je crois plutôt, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'animal, que les gens vous montrent toujours qui ils sont. L'astuce est de s'en souvenir avant que quelqu'un ne meure. » Elle repensa à la véranda, si charmante, encombrée de lierre rampant, d'outils tranchants et d'une odeur de terreau. Un endroit où chacun pouvait se retrouver seul avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'un instant. Un endroit où l'on pouvait surprendre quelque chose ou faire taire celui qui l'avait entendu. 6 personnes étaient présentes avant le cri. Lavinia Winthrop, naturellement, Madame Agatha Hollowell, trésorière du club et grande buveuse de sirop de sureau. Monsieur Lionel Curtis, veuf, passionné d'orchidées et aux opinions bien trop nombreuses. Cecily Bleeth, une jeune institutrice nerveuse dotée d'une connaissance encyclopédique des bégonias. Et Béatrice Holmes, une cousine du Wiltshire que personne ne se souvenait avoir invitée, mais qui était arrivée avec de la confiture d'abricot et était restée. Ils étaient tous soit à l'intérieur du chapiteau, soit en train de se diriger vers la véranda. N'importe lequel d'entre eux aurait pu s'y glisser sans être vu. Et puis, il y avait les autres, plus loin, mais non moins intéressants. Miss Marple pensa au colonel qui s'était gonflé comme un soufflet lorsqu'on l'avait interrompu. Elle pensa à Madame Ross, dont la remarque sur l'arrosoir n'avait pas échappé à l'attention. Elle pensa aussi aux murmures autour d'elle, tandis que les gens réalisaient ce qui s'était passé. Une phrase en particulier l'avait marquée, même si elle ne l'avait pas dite à l'époque. « Quel malheur !» avait murmuré Lavinia Winthrop en pressant ses doigts gantés contre ses lèvres, juste au moment où tout allait si bien. Chose étrange à dire, étrange ou révélateur. Le lendemain matin, la devanture de la boulangerie Henson présentait un plateau de tartelettes fraîchement préparées, mais personne ne s'arrêta pour les admirer. Tout le monde chuchotait. La vue de la voiture de police garée maladroitement près de l'église avait ravivé les spéculations du village. Au petit déjeuner, Cecily Bleeth a fait circuler ses toasts dans son assiette. « Je n'ai vu personne », dit-elle nerveusement, sans s'adresser à personne. « Je venais juste de sortir des toilettes et j'ajuste mes gants. Je me souviens que M. Bellingham marmonnait à propos d'engrais. » Sa logeuse, Madame Mulgrave, renifla. Il marmonnait à tout va. Il avait qualifié mes soucis de grossiers l'année dernière. Grossier, imaginez dire une chose pareille à une femme de 78 ans. « Je ne voulais pas dire qu'il marmonnait, » dit Cécile. Une légère rougeur lui montait au cou. Il marmonnait juste. « Eh bien, je ne lui ai jamais fait confiance, » dit Madame Mulgrave. Il s'intéressait trop au hangar des gens. Au magasin du village, M. Lionel Curtis raconta pour la 3e fois sa position exacte lorsque le cri retentit. « Je faisais la démonstration d'une orchidée particulièrement rare à Mademoiselle Felicity, dit-il d'un ton pompeux. Cattleya Trianet. Elle peut le confirmer. Elle était au stand de limonade, marmonnant à la fille derrière le comptoir, mais pas assez fort pour la défier. Et puis, ajouta Curtis en s'éclairant, je pense qu'il est clair que si quelqu'un voulait la disparition de Bellingham, c'était bien cette femme du Wiltshire. Elle est arrivée de nulle part et a commencé à poser des questions sur son testament. Avait-il un testament ? Demanda le commerçant en se penchant. Oh, je suppose, les hommes comme ça le font toujours. Je pense qu'ils sont importants. Pourtant, une voix s'éleva du rayon farine, ce qui laisse perplexe. À midi, l'enquête était programmée et le coroner de Brackley devait arriver le lendemain matin. Le policier avait recueilli des dépositions et réalisé plusieurs croquis au crayon. Miss Marple soupçonnait que rien de tout cela ne servirait à grand-chose. Elle entra une fois de plus dans la véranda cet après-midi-là, invitée discrètement par Madame Winthrop qui, malgré son inquiétude, était bien plus intéressée à rétablir l'ordre qu'à pleurer Horace Bellingham. « La presse va s'abattre », renifla-t-elle en agitant une main gantée. « Je ne peux pas laisser un scandale ruiner la réputation de la société. Il n'était pas bien, pas apprécié de tous, Jane. On n'aime pas dire du mal, mais il pouvait se montrer indiscret. En effet, dit Miss Marple doucement, en regardant autour d'elle, le banc où Bellingham était tombé portait encore une légère trace de sang séché. Le terreau à côté était étrangement remué, comme si quelqu'un s'était agenouillé ou avait essayé de récupérer quelque chose. Les tiges rampantes d'un jasmin rampant effleuraient légèrement le sol. Les yeux de Miss Marple s'arrêtèrent brièvement sur l'arrosoir, puis se dirigèrent vers le petit tableau noir accroché à un clou près des plateaux de rempotage. 5 jours plus tôt, se souvenait-elle, il y avait une liste. Tâches, rempoter les lys, nourrir les orchidées, tailler les clématites. Le tableau était désormais vierge, trop propre. « Quelle tragédie !» répéta Madame Winthrop, et ce, au beau milieu de notre plus grand événement. « Oui !» murmura Miss Marple, tout à fait inattendu. Mais, alors qu'elle se détournait, un souvenir lui revint. Un échange chuchoté, quelques semaines auparavant, derrière la poste, entre Horace et quelqu'un à moitié protégé par des rhododendrons. Elle n'y avait pas prêté attention sur le moment. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. De retour à son cottage, elle plia soigneusement son tricot dans son
panier et s'assit avec son journal. Elle dressa une liste, non pas de suspects, pas encore, mais de personnalités. Les motivations se dissimulent ce mieux, avait-elle appris, derrière des tempéraments ordinaires. Dehors, la cloche de l'église du village sonnait pour la prière du soir. À l'intérieur, Miss Marple avait déjà plusieurs pas d'avance. Le village de Manchester Street. Anne ne commettait pas de meurtre, pas vraiment. On y organisait des fêtes paroissiales, des ventes de pâtisseries, des liaisons embarrassantes et, occasionnellement, des vols de cuillères à café en argent lorsque les esprits s'échauffent. Mais un meurtre, en particulier celui commis dans la serre lors de l'événement le plus cher à la société d'horticulture, était totalement contraire aux convenances. C'est précisément la raison pour laquelle le village a réagi, non pas avec choc, mais avec spéculation. Dès le lendemain de la mort d'Horace Bellingham, plusieurs enquêtes officieuses avaient déjà été ouvertes. Madame Ross, par exemple, avait pris l'habitude d'organiser ses visites caritatives en faisant subtilement appel à des sources de rumeurs. Mademoiselle Felicity Payne avait compilé un répertoire mental de tous ceux qui avaient eu des échanges désagréables avec le défunt, ainsi que de ceux qui avaient accepté une deuxième portion de génoise cet après-midi-là et de ceux qui ne l'avaient pas fait. Mais aucun d'entre eux n'avait pensé à parler à Cecily Bliss. La jeune institutrice était assise à l'ombre d'un orme devant son logement, un livre fermé sur les genoux et les mains jouant avec le bas de sa jupe. Elle leva les yeux, surprise, lorsque Miss Marple s'approcha, vêtue de gris, tourterelle, son sac à main serré à deux mains. « Oh, Miss Marple, je ne vous avais pas vu arriver. Je trouve souvent plus facile d'observer quand les autres ne me regardent si pas, » dit aimablement la vieille dame. « Pourrais-je m'asseoir un instant, ma chère ? Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Bien sûr, je veux dire oui, s'il vous plaît. » Miss Marple s'installa sur le banc, lissant sa jupe et regardant la ruelle où un seul bourdon planait autour des digitales. « Je suppose que tout cela a été un véritable choc, dit-elle doucement, surtout pour quelqu'un qui aimait tant les plantes. » Cecily cligna des yeux. « J'adore les jardins, oui. Je me souviens que tu as donné une belle conférence le mois dernier à la salle paroissiale, celle sur les pollinisateurs. Tu as alors mentionné Horace Bellingham, je crois, quelque chose à propos de ses parterres de trèfle. » Cécile se mordit la lèvre. Il était très instruit. Mais bon, il pouvait être un peu brusque, je suppose. Il n'aimait pas être en désaccord avec lui. En effet, Miss Marple marque une pause. « Étiez-vous proche ?» La jeune femme secoua vivement la tête. « Non, pas du tout. Enfin, nous avons eu quelques conversations, surtout à propos de plantes vivaces. C'était plutôt intense. De quelle manière ? Eh bien, il s'animait vraiment si on le questionnait. Sur n'importe quoi, en fait. La façon dont il taillait ses rosiers ou le compost à utiliser. Un jour, j'ai suggéré que pailler trop tôt dans la saison risquait d'abîmer les pousses tendres, et il m'a regardé comme si j'avais proposé de mettre le feu au jardin. « dit Miss Marple en fronçant légèrement les sourcils. « Ça ressemble plutôt à Horace. » Elle hésita, puis ajouta « L'as-tu vu parler à quelqu'un en particulier pendant le thé, avant que ça arrive ?» Cecily hocha lentement la tête. Il était avec Madame Hollowell, la trésorière. Ils étaient près des hortensias, discutant à voix basse. L'ambiance semblait tendue, mais c'était juste avant que j'aille aux toilettes. Miss Marple retourne le nom dans sa tête. Agatha Hollowell, vive, perçante et remarquablement bien informée pour une femme qui ne quittait jamais son cottage après 15 heures. « Merci, ma chère, » dit-elle chaleureusement en tapotant la main de Cécile. « Tu m'as été d'une grande aide. » Plus tard dans la journée, Miss Marple se retrouva assise sur un banc en bois vert en face de l'épicerie, soi-disant en train de nourrir les oiseaux. Elle lançait doucement des miettes de pain tandis que la postière, Madame Biddle, passait en trombe avec un sac de rhubarbe et un appétit pour la spéculation. « Vous en avez entendu parler ? À propos de la note ?» Miss Marple lui tourna un regard candide. « Remarque, ma chère, les yeux de Madame Biddle brillèrent. On raconte que Horace avait reçu une lettre anonyme le matin du thé du Garden Club, cachée de la poste locale, un véritable scandale, à mon avis. Ma parole, murmura Miss Marple. Comme c'est curieux. Il y avait quelque chose à propos de secrets déterrés, murmura la postière d'un ton conspirateur. Bien sûr, personne ne sait qui l'a envoyé, mais à mon avis, elle baissa encore plus la voix. C'est lié à cette désagréable affaire des jardins ouvriers de l'année dernière. Miss Marple cligna des yeux. « Oh, j'avais complètement oublié cette dispute. Tout le monde l'avait fait jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez, Horace avait accusé quelqu'un de vol de fumier. Il faisait grand bruit, il avait menacé d'exclure les gens du terrain si le coupable n'avait pas. Et l'on fait ? Non. Mais il a soudainement laissé tomber. Ça donne à réfléchir, non ? C'est ce qui s'est passé. Pendant ce temps, l'enquête policière officielle avait, comme on pouvait s'y attendre, progressé de manière limitée. L'agent Hardwick avait interrogé les principaux invités du thé et pris des notes méticuleuses dont aucune, d'après Miss Marple, ne s'avérait pertinente. Elle avait vu son interview avec Lionel Curtis à travers la vitrine du salon de thé et avait remarqué
avec un amusement discret, la façon dont M. Curtis se gonflait sous les questions comme une grenouille taureau, offrant des chronologies et des noms de plantes latines avec la même ferveur. « Ça ne pouvait pas être moi » dit-il d'une voix forte. « J'étais avec Mademoiselle Payne tout le temps. Elle se portera garante de moi. » Interrogée plus tard, Miss Payne n'avait réussi qu'à répondre distraitement « Oh !» Oui, je suppose, ce qui n'a guère contribué à étayer son alibi. Miss Marple l'a noté dans son registre mental. Ce soir-là, elle fait un tour dans son jardin et laisse ses pensées se poser. Des motifs se formaient, inachevés mais distincts. Horace Bellingham était un homme qui aimait l'ordre, qui prenait des notes détaillées et qui avait une fâcheuse tendance à souligner ce que les autres préféraient d'y cacher. Et quelqu'un l'avait fait taire pour ça. De retour dans sa chaumière, elle ouvrit un tiroir et en sortit une petite enveloppe du Garden Club Tea. Elle l'avait ramassée en sortant, plus par habitude que par choix, mais elle la déplia alors avec précaution. 12 événements étaient répertoriés, chacun marqué des initiales des personnes qui s'étaient portées volontaires, avaient été jugées et avaient parrainé l'événement. Elle a tracé son doigt le long de la liste. À côté de l'exposition d'orchidées, M. Curtis. Près de la tente de rafraîchissement, Madame Hollowell, arrangement du conservatoire Lavinia Winthrop, chaise d'extérieur de la femme du vicaire, centre de table florale, jugé par Horace Bellingham. Elle s'arrêta, une soudaine prise de conscience traversa son visage. Il y avait eu une dispute à propos de ce rôle quelques semaines auparavant. Miss Marple se souvenait de l'avoir entendu devant le bureau de poste, Horace protestant, quelqu'un insistant pour que le jury soit attribué à quelqu'un avec un regard plus contemporain. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque. Maintenant, elle se demandait. Le lendemain matin, une pluie douce et persistante tomba, de celles qui brouillent les fenêtres et étouffent les pas. Mais Miss Marple, vêtue d'une cape imperméable et de chaussures pratiques, ne se laissa pas décourager. Elle avait organisé une visite informelle chez Madame Agatha Hollowell, qui la reçut avec un curieux mélange de chaleur et de calcul. « Entrez, Jane, je viens de préparer du thé. » Le salon était rempli de coussins dépareillés et d'une odeur de cire à la lavande. Sur la cheminée se dressait une photo de son défunt mari et une rangée de rosettes primées lors de divers concours de jardinage. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit Miss Marple en acceptant une tasse. Je me demandais simplement si vous aviez remarqué quelque chose d'étrange chez Horace récemment. Madame Hollowell eut un petit rire. À paraître lui-même, il était plutôt surexcité ces derniers temps. Il s'était mis en tête que quelqu'un divulguait des informations sur le club à des personnes extérieures. Des étrangers ? Eh bien, un journaliste, je crois, quelqu'un d'un magazine d'horticulture. Il semblait inquiet que quelque chose d'injuste soit publié. C'est très étrange. Avait-il peur du scandale ? Agatha se pencha légèrement en avant. Horace aimait le contrôle. Si quelqu'un avait découvert, disons, si de vieilles histoires avaient refait surface, ça ne lui aurait pas plu. Miss Marple sirota son thé et ne dit rien. Après un moment, Madame Hollowell ajouta « Et bien sûr, il y avait un grand livre. » Le grand livre ? Oui, il en gardait un. De tous les achats, fournitures et petites sommes du club. Non pas que ce soit son travail, mais vous savez comment il était. Il le gardait toujours sur lui. Je ne serais pas surprise qu'il l'ait sur lui le jour de sa mort. Les sourcils de Miss Marple se froncèrent. Elle n'avait vu aucun signe d'un carnet sur les lieux. Ce soir-là, alors que le crépuscule se transformait en nuit et que la pluie se transformait en brume, Miss Marple se tenait à sa fenêtre et regardait les lampes du village s'allumer une à une. Quelque part, il y avait un secret. Peut-être plus d'un. Horace Bellingham savait quelque chose. Et il avait essayé trop tard, peut-être pour agir en conséquence. Miss Marple se détourna de la fenêtre, son esprit tournant tranquillement. La vérité, sentait-elle, était proche. Mais d'abord, elle devait trouver ce registre. Les jours qui suivirent la mort d'Horace Bellingham s'installèrent à Manchester Street. Anne, suivant un rythme étrange. Les villageois vaquent à leurs occupations. Collectent de colis, s'occupent des roses, échangent des plaisanteries dans les boutiques, mais sous-jacent à tout cela court un courant d'agitation silencieuse. Ce bourdonnement se faisait entendre à chaque pause thé et à chaque partie de croquet, se faufilait dans les offices du dimanche et murmurait derrière les portes du garde-manger. Et c'est dans le salon de Lavinia Winthrop que le bourdonnement était le plus fort. « C'est tout simplement scandaleux », déclara-t-elle en arpentant un canapé délicatement brodé. L'idée qu'un membre de la société d'horticulture, quelqu'un de respectable, ait pu commettre une chose aussi affreuse est impensable. En face d'elle était assis le colonel Arbuthnot, la moustache hérissée d'une indignation partagée. « Tu as tout à fait raison, Lavinia. Quelle folie, à mon avis. Ces jeunes agents n'ont aucun respect pour les bonnes mœurs. Ils ont juste hâte de faire porter le chapeau au cadavre le plus proche. Ils m'ont interrogé, Geoffrey. Moi, comme si, après toutes ces années au-dessus à la tête de la société, je pouvais un jour... C'est honteux, marmonna-t-il. Mais Miss Marple, assise sans prétention près de la fenêtre, une tasse de thé sur les genoux, se contenta d'incliner la tête sans rien dire. Son expression était douce, mais ses pensées étaient tout sauf douces.
Elle avait déjà parlé avec l'agent Hardwick ce matin-là, qui avait admis à contre-cœur que l'enquête s'était limitée à 2 suspects principaux, Monsieur Lionel Curtis et Madame Agatha Hollowell. Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi Lionel Curtis figurait sur la liste. Il y avait eu tout d'abord sa dispute plutôt spectaculaire avec Horace un mois plus tôt, menée, malheureusement pour lui, sous les yeux de l'auxiliaire féminin. Horace avait remis en question la légitimité des qualifications de Lionel en tant que juge d'orchidée, et Lionel, après avoir déjà bu un demi-verre de sherry pendant le déjeuner, avait réagi avec une fureur frisant le théâtre. Et puis, il y avait sa tendance à fournir des alibis sans qu'on lui en ait parlé. « J'étais à côté des bégonias tout le temps », avait-il dit à Miss Payne à 2 reprises au cours d'une même conversation. Avec témoins, remarqués. Pourtant, ces mêmes témoins se souviennent de choses bien différentes. Mademoiselle Payne se souvenait avoir brièvement aperçu Lionel près des hortensias. Le révérend Ross jurait avoir vu Lionel passer devant la serre quelques instants avant le cri. Et les empreintes digitales de Lionel avaient été relevées par l'agent Hardwick, qui avait fièrement annoncé la découverte sur le sécateur vert posé près du corps. Miss Marple, informée, avait simplement haussé un sourcil. Les sécateurs de jardin n'étaient en dit pas un objet rare dans un environnement horticole. Et plus important encore, Horace n'avait pas été poignardé. Madame Hollowell, en revanche, n'était pas une candidate aussi évidente. Mais dès qu'on commençait à regarder sous la surface, de petites choses commençaient à se mettre en place. La dispute avec Horace avant l'événement, dont Miss Blitt était témoin. L'évocation curieuse d'un journaliste et des secrets du club. Son rôle de trésorière signifiait qu'elle serait certainement affectée si quelqu'un avait, par exemple, commencé à tenir des comptes privés sur les finances de la société. Le plus intriguant, c'est qu'on l'avait vu sortir rapidement de l'entrée de la véranda quelques minutes avant le cri. Cela seul n'aurait peut-être pas éveillé les soupçons. Mais interrogée, Agatha avait affirmé n'avoir jamais mis les pieds dans la véranda. Une contradiction, peut-être a-t-elle simplement oublié, avait gentiment proposé Madame Ross, lorsque Mademoiselle Marple avait soulevé la question. Elle a presque 70 ans. Agatha Hollowell n'a jamais oublié une seule épingle de sa vie, répondit Miss Marple. Et puis il y avait la question du grand livre. Miss Marple avait discrètement mené quelques enquêtes et appris que le petit carnet marron que Horace portait toujours sur lui ne figurait pas parmi ses effets personnels. Il n'était ni dans la véranda, ni dans son cottage, ni retrouvé par le gendarme. Il avait disparu. Cela suggérait plus qu'une simple impulsion. Cela suggérait une dissimulation. Mardi matin, Miss Marple se rend au cimetière. Non pas pour prier, mais comme toujours, elle s'arrêta devant la pierre tombale de la famille Ross, mais pour parler au vicaire. Elle le trouva en train de s'occuper d'un rosier, grimpant le long du chemin, les manches retroussées et une truelle à la main. « Bonjour, révérend Ross. Mademoiselle Marple, quelle agréable surprise !» Il se redressa et épousseta la terre de son pantalon. « J'ai pensé à Monsieur Bellingham, dit-elle doucement, et à l'affaire de ses archives. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il était méticuleux, en effet, presque obsessionnellement. Dites-moi, vous souvenez-vous de ses inquiétudes ces derniers mois? Peut-être à propos des comptes de la société ?» Le vicaire fronça les sourcils. « Rien de particulier, mais maintenant que vous le dites, il semblait un peu mal à l'aise ces derniers temps. Nerveux, presque. Il avait pris l'habitude de passer à la sacristie l'après-midi, soi-disant pour les parterres. Mais je sentais qu'il avait autre chose en tête. » Miss Marple hocha la tête. « Et a-t-il jamais mentionné Madame Hollowell ? Pas plus que d'habitude. Pourtant, une fois, il m'a demandé si je pensais qu'on pouvait exclure quelqu'un du comité discrètement. J'ai supposé qu'il parlait de Lionel Curtis. A-t-il dit pourquoi ? » Le vicaire hésita. Il dit « Les racines pourries affectent de toute la récolte. » Miss Marple sourit faiblement. C'était exactement le genre de choses qu'Horace dirait. Cet après-midi-là, l'agent Hardwick a effectué une visite inopinée au chalet Hollowell. Tout le village était au courant en 10 minutes. Il réapparut 20 minutes plus tard avec un petit paquet enveloppé dans du papier kraft et ce qui semblait être une expression de profond malaise. Madame Hollowell était restée derrière ses rideaux de dentelle, mais lorsque l'agent atteignit le coin de la rue, Mademoiselle Marple l'attendait déjà avec un parapluie et une question innocente sur la météo. Hardwick rougit. « Il a trouvé un carnet, a-t-il admis ? Sous un coussin dans son salon, il pensait que c'était peut-être celui qui nous manquait. Et c'est vrai ? Difficile à dire. Elle prétend que c'était des notes de son jardin. Mais elles sont fermées par un de ces petits fermoirs en laiton. Je vais les apporter à l'inspecteur Cray à Brackley. Comme c'est diligent, dit gentiment Miss Marple. Mais en son fort intérieur, elle pensait que le carnet ne révélerait probablement pas grand-chose. Si c'était le registre d'Horace, et qu'Agathe l'avait caché, elle ne l'aurait jamais laissé dans un endroit aussi visible. Non, si elle était coupable, le véritable registre était ailleurs. Peut-être que Lionel Curtis l'avait, peut-être quelqu'un d'autre complètement. Ce soir-là, alors qu'elle retournait à son cottage, Miss Marple croisa Monsieur Curtis lui-même, debout sous le panneau devant le bureau de poste et regardant nerveusement autour de lui. « Oh, Miss Marple !» cria-t-il. « Juste la personne qu'il vous faut, en effet ?
Je me demande si, à votre avis, les gens pensent que je le fais. Autrement dit, je n'aurais jamais songé à faire du mal à ce pauvre Horace. Nous étions rivaux, certes, mais respectables. C'était un homme difficile, mais il ne méritait pas cela. Bien sûr, dit-elle doucement, c'est juste que j'ai trouvé quelque chose que je pensais avoir égaré, et maintenant, je me demande, oui. Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié. J'ai trouvé ça hier, caché dans le registre des orchidées. Je n'ai pas reconnu l'écriture. Miss Marple déplia soigneusement la note. C'était court, juste 5 mots. La clématite exposera tout. Elle leva brusquement les yeux. Vous n'avez pas montré cela aux gendarmes? Je n'étais pas sûr que cela ait de l'importance. Oh, dit Miss Marple avec un léger sourire. Je crois que c'est possible. Cette nuit-là, alors que le village s'enfonçait dans un sommeil agité et que la cloche de l'église sonnait 10 heures, Miss Marple alluma une seule lampe et retourna à sa chaise. La clématite. Les vignes rampantes de la véranda avaient effleuré le sol et elle s'en souvenait. Et elle avait déjà remarqué, à ce moment-là, quelques traces de terre errantes juste au-delà du banc. Les fleurs avaient été taillées récemment. Mais peut-être qu'ils avaient été taillés pour cacher quelque chose. Elle a attrapé son carnet. Il y avait des suspects. Des mobiles, un registre manquant, une note mystérieuse, des empreintes digitales, des mensonges. Et pourtant, rien ne collait vraiment. Pas encore. Mais la clématite pourrait révéler bien plus que de jolies fleurs. Et Miss Marple avait l'intention de lui rendre visite. C'était un jeudi matin enveloppé de brouillard lorsque Miss Marple retourna à la véranda. Une légère humidité s'accrochait aux vitres, enveloppant l'espace d'une douce grisaille. Le bâtiment est resté quasiment intact depuis la mort d'Horace Bellingham, bien que le gendarme soit intervenu pour prendre des notes et qu'un ou deux villageois aient jeté un coup d'œil par les fenêtres. Par curiosité macabre, personne n'avait perturbé la scène de manière significative. Miss Marple, armée d'une paire de gants de jardinage, d'une loupe discrètement glissée dans son sac à main et d'un thermos de thé, par pudeur, franchit l'entrée comme une personne en visite de courtoisie. Et à sa manière, c'était le cas. La clématite avait élu domicile le long du mur gauche de la véranda, ses vignes rampantes descendant d'un treillis, s'enroulant doucement sur le sol en pierre comme des doigts oisifs. En pleine floraison, c'était une plante pâle et luxuriante, lavande tendre, aux pétales blancs, dont la base était à moitié dissimulée derrière le banc où le corps d'Horace avait été retrouvé. Miss Marple s'accroupit lentement et examina la zone où la clématite rejoignait le sol. Une légère tache brune zébrait presque une tache de carrelage. Elle y enfonça un doigt d'yeux ganté, puis s'approcha de son nez, de la terre. Mais pas tout à fait la même que le riche compost utilisé dans les parterres. C'était plutôt un terreau calcaire plus léger, plus fin et étrangement sec. Elle se leva et se dirigea délicatement vers le côté où une rangée de pots en céramique émaillée reposait sous une étagère d'outils de jardinage. C'est là qu'elle aperçut un minuscule morceau de papier déchiré, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes cachée derrière l'un des pots. La plupart des gens l'auraient complètement manqué. Doucement, elle fait glisser le pot de côté. Le papier était jauni et mou sur les bords. Elle le regarda en plissant les yeux. Paiement dû dans les 14 jours, c'était le coin d'une facture. Du genre envoyé en double exemplaire, Horace s'était souvent vanté de conserver des traces écrites et en haut se trouvait la légère empreinte d'un logo. Il lui a fallu un moment, mais elle l'a reconnu. Dunbridge et Fellows, engrais et fournitures, ses yeux se rétrécirent. Horace avait déjà parlé de cette entreprise lors de la réunion de mars de l'association horticole. Il avait parlé de surfacturation. Il avait accusé quelqu'un, très discrètement et très précisément, d'avoir commandé trop d'engrais liquides et de l'avoir facturé au club. Et il avait suggéré, de manière énigmatique, que le fumier n'était pas la seule chose qui puait dans le cellier. Elle empocha doucement le papier. Plus tard dans l'après-midi, elle a rendu visite au gendarme Hardwick. Il ouvrit la porte du poste avec un biscuit à la main et une expression réticente. « Mademoiselle Marple, dit-il, je finissais juste mon déjeuner. Je ne te retiendrai pas longtemps, mon cher. Juste quelques fragments importants trouvés dans la véranda, peut-être pertinents. » Il soupira puis s'écarta. À l'intérieur du poste de police qui servait également de bureau d'archives locales et qui avait tout le charme sinistre d'une cave humide, Miss Marple sortit le morceau de facture et le posa délicatement sur le bureau. Hardwick l'observa. « Et qu'est-ce que c'est maintenant ?» « Un coin de facture, dit-elle, de Tunbridge et Fellows. Je crois que M. Bellingham en avait peut-être une copie dans son registre. Celle-ci, comme vous le savez, n'a pas encore été retrouvée. » Hardwick fronça les sourcils. « Il aurait pu simplement souffler sous un pot. Peut-être, dit Miss Marple. Ou peut-être que quelqu'un l'a déchiré volontairement. J'ai pensé qu'il valait la peine de mentionner que Horace avait été assez loquace au sujet d'irrégularités dans le budget du club. On pourrait croire qu'il conservait des preuves. » Elle laissa cela reposer un moment. L'agent se renversa dans son fauteuil. « J'ai presque envie de faire revenir Hollowell. Tous ces détails la mettent sur la voie. » « Mais rien de concluant, dit doucement Miss Marple. Et c'est là, mon cher, le problème des preuves indirectes. Un seul faux pas suffit pour que toute la théorie s'effondre.
Hardwick eut l'air boudeur mais hocha la tête. « Allez, je vais envoyer ça à l'inspecteur Cray. Ils ont toujours le carnet à Brackley. » Elle se leva pour partir. « Ah, et encore une chose, quelqu'un a-t-il regardé sous le plancher? En dessous de quoi maintenant? Dans la véranda. Il y a une partie près du treillis de clématite qui est légèrement surélevée. Ça pourrait être rien, bien sûr, ou quelque chose de caché. » Hardwick le fixa. « Tu as remarqué ?» Miss Marple sourit modestement. « J'ai toujours du l'œil pour les aspérités. Ce soir-là, le village bourdonnait de nouveaux murmures. Madame Ross raconta, avec une certaine délectation, comment elle avait croisé l'agent de police et son assistant, armés de pieds de biche, dans la véranda après le thé. « On a découvert quelque chose ?» dit-elle au révérend Ross, « et je parie que cela a un rapport avec les factures manquantes d'Agatha. » Le vicaire soupira. « Ne pourrions-nous pas prier pour la paix avant de sombrer dans le scandale? La paix n'est pas vraiment l'état naturel de Manchester, ma chère, répondit-elle, et en effet la paix ne s'est pas installée. Le lendemain matin, Miss Marple reçoit une note dans une enveloppe avec de l'encre noire impeccable. « Chère Miss Marple, tu avais raison, sous le plancher, une vieille graine boite un registre marron. Initiale HB à l'intérieur. L'inspecteur Cray a demandé que le dossier soit présenté à Brackley pour examen. Je vous tiendrai informé. » Hardwick, elle le lut 2 fois, puis le plia soigneusement dans la poche de son tablier. Donc, le grand livre avait été caché, et avec cela probablement la vérité. Le milieu de la semaine a apporté une visite des plus inattendues. Miss Felicity Payne, habituellement réticente et se contentant d'observer à distance, arriva au cottage de Miss Marple sans prévenir, ses yeux perçants et le chapeau de travers. « J'avais besoin de te parler », balbutia-t-elle tandis que Miss Marple la conduisait dans le salon. « Bien sûr, ma chère, assieds-toi. Veux-tu du thé ? » ?»« Non, merci. » Mademoiselle Payne se tordit les mains gantées. « C'est à propos de quelque chose que j'ai vu. Le jour du thé, je ne pensais pas que c'était important, mais maintenant… » « Oui, j'ai vu Madame Hollowell, elle portait quelque chose. » Après le cri, juste avant que tout le monde n'entre. On aurait dit un petit carnet, mais elle l'a glissé dans son sac et a regardé autour d'elle, espérant que personne ne l'avait vu. Miss Marple pencha la tête. « Et tu en es tout à fait sûre ?»« Oui, » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle a toujours été un peu froide avec moi. J'avais peur de parler, mais si quelqu'un mourait à cause d'une dissimulation… » Miss Marple se pencha et posa une main apaisante sur la sienne. « Vous avez bien fait, Miss Payne. Il n'était jamais trop tard pour dire la vérité. » La jeune femme hocha la tête, les larmes lui piquant au coin des yeux. Miss Marple lui tendit un mouchoir en lin propre. Cette nuit-là, le ciel devint gris lavande et la pluie murmura sur les toits. Miss Marple était assise près de son feu, Mouser blotti à ses pieds, et elle réfléchissait à ce qu'elle savait. Un grand livre désormais retrouvé, une facture déchirée probablement liée aux finances du club, un faux démenti d'Agatha Hollowell. Une note mystérieuse mettant en garde contre les clématites. Et maintenant, un témoin attribuait à Agatha l'objet même qu'elle nie avoir vu. Ce serait tentant de conclure qu'Agathe était la meurtrière. Tout indiquait cela. Et pourtant, Miss Marple se sentait mal à l'aise. Trop de choses alignées, trop nettes. Trop de pièces s'assemblent avec une commodité suspecte. Quelqu'un pourrait orchestrer l'illusion de la culpabilité. Quelqu'un d'assez intelligent pour prédire ce que la police trouverait. Elle regarda son feu, puis se leva et retourna à son bureau. Elle rédigea une courte lettre et la plia soigneusement dans une enveloppe. Demain, elle le remettrait aux gendarmes, mais pas avant d'avoir fait un dernier arrêt. Elle avait l'intention de rendre visite à Monsieur Lionel Curtis. Il y avait quelque chose dans ce registre d'orchidées dont il avait parlé qu'elle voulait voir par elle-même. Vendredi matin, le village de Manchester Saint. Anne bourdonnait comme une ruche qu'on sème au bout d'un bâton. La découverte du registre sous le plancher de la véranda ravivait chaque murmure, chaque regard en coin, chaque querelle discrètement ravivée. Et comme pour tous les grands troubles de la vie villageoise anglaise, son épicentre se trouvait dans les fils fins et vaporeux de vieux secrets enfin dérangés. Miss Marple, toujours discrète, partit avec son ombrelle et sa lettre à la main, son expression douce, ses intentions tout sauf discrètes. Ce matin-là, sa destination était les Mélèzes, le nom excessivement fleuri de la maison de Lionel Curtis, drapée de lierre, située à l'est de la place du village. La maison, bien que pas plus grande que ses voisines, donnait l'impression d'une maison cherchant à impressionner par ses jardinières et son laiton poli plutôt que par sa chaleur. Lionel lui-même ouvrit la porte, vêtu d'une cravate à motif cachemire et d'un gilet en tricot qui paraissait bien trop chaud pour le temps. « Mademoiselle Marple, quel plaisir inattendu !» dit-il avec un sourire trop large. « Entrez, entrez. Merci, monsieur Curtis. J'espérais pouvoir examiner le registre d'orchidées dont vous avez parlé plus tôt. Vous avez bien dit avoir trouvé cette note étrange cachée dedans ? En effet, oui. Quel mystère. Il la conduisit dans un salon bien rangé, rempli d'orchidées en pot, plus ou moins fleuries et en pleine santé. Une plante plantée sur le rebord de la fenêtre n'avait visiblement pas survécu à une expérience récente. « Des créatures si délicates » murmura Lionel.
Un faux pas et elle refuse de tout simplement de s'épanouir. Un peu comme certaines personnes, n'est-ce pas? Miss Marple lui offrit un sourire poli. Lionel sortit un registre relié en cuir de l'étagère et le lui tendit. Elle l'ouvrit lentement, feuilletant des pages de notes manuscrites, de latin botanique, de dates, de taux d'humidité. Au dos, une page était visiblement déchirée. Elle leva les yeux. Le mot était-il caché ici? Oui, juste derrière cette page. Vous souvenez-vous de ce qui était écrit sur la page manquante? Pas exactement. Il s'agissait d'une cargaison de sphaigne en provenance du Surrey. Horace avait des opinions bien arrêtées sur ce genre de choses. Les doigts de Miss Marple s'attardèrent sur le bord déchiré. Et ce registre a toujours été conservé ici? Eh bien non, en fait. Il était rangé dans mon abri de jardin, je l'avais mis à jour avec quelques nouvelles entrées et je l'avais rentré à l'intérieur le matin du thé. Ah, dit Miss Marple, et rien de plus. Depuis de l'Archaise, elle s'est dirigée vers Hollowell House. La porte fut ouverte par Agatha Hollowell elle-même, toujours sévère, toujours calme, bien que les ombres sous ses yeux trahissent une nuit récente et agitée. « Jane, dit-elle d'un ton neutre, tu viens voir comment vit le criminel ?» « Bien sûr que non, dit chaleureusement Miss Marple. Juste pour parler. » Ils étaient de nouveau assis dans le salon, même si l'air était nettement plus frais cette fois-ci. « Je suppose que vous avez entendu dire qu'ils ont trouvé le registre ?» dit Agatha, « sous le plancher de la véranda, rien de moins. Comme c'est pratique, vous ne croyez pas que Horace l'a mis là ?» Agatha émit un rire sec. « Pas vraiment. Il ne risquerait pas qu'il soit sali par l'humidité. Non, quelqu'un d'autre l'avait caché après l'avoir retiré de sa personne. Vous insinuez que le tueur l'a volé? Je ne fais pas que sous-entendre, Jane. J'en suis tout à fait certain. » Miss Marple remuait doucement son thé. Et pourtant, quelqu'un t'a vu manipuler un petit livre juste après la découverte du corps. Un carnet glissé dans ton sac à main. Les mains d'Agatha se raidirent sur ses genoux. « Que suggérez-vous ? Je ne suggère rien, ma chère. Je rapporte simplement une observation. J'ai pensé que vous pourriez m'aider à clarifier les choses. » Agatha inspira profondément. « C'était mon carnet. Un petit carnet en cuir que je porte pour noter mes dépenses. Je l'ai laissé tomber en courant vers le cri. Je ne voulais pas faire d'histoire, et pourtant, vous avez dit aux gendarmes que vous n'étiez pas près de la véranda. » La bouche d'Agatha se serra. J'ai paniqué. Je ne voulais pas me laisser entraîner dans les ragots. Et vous savez comment est ce village. Il m'aurait rependu à la girouette avant le dîner. Miss Marple n'a émis aucun jugement. Cela encourage plutôt le côté dramatique, Manchester. Agatha détourna le regard. Ce n'était pas moi, Jane. Je n'avais aucune raison de tuer Horace. Quoi qu'en pensent les gens. Miss Marple hocha lentement la tête. Peut-être. Mais j'ai souvent constaté que les raisons sont rarement évidentes au premier abord. Parfois, ce sont les plus petites choses, les plus anciennes, qui s'enveniment. Le même après-midi, une scène se déroula au presbytère qui allait faire parler d'elle dans le village pendant des semaines. Cecily Blythe, la Cecily silencieuse et nerveuse, avait fait irruption dans le jardin arrière, les jupes éclaboussées de boue et les cheveux à moitié démêlés, et avait fait irruption dans le salon des Ross, les larmes aux yeux. « Il m'a menacé !» s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Lionel Curtis !» Il m'a coincé derrière la serre et m'a dit d'arrêter de raconter des histoires, sinon je le regretterais. Madame Ross se leva aussitôt et la prit dans ses bras fermement, tandis que le révérend Ross envoyait un garçon chercher le gendarme. Au moment où Miss Marple arriva, après avoir été discrètement appelée par Madame Ross elle-même, Cecily avait été calmée avec du thé et un mouchoir parfumé à la lavande. Mais le tremblement dans sa voix n'avait pas complètement disparu. « Il a dit que je devenais une cible. » murmura-t-elle, que si je continuais à fouiller dans des choses que je ne comprenais pas, quelque chose de terrible risquait d'arriver. Miss Marple l'observa attentivement. « Et qu'est-ce que tu fouillais exactement, ma chère ?» Cecily hésita, puis fouilla dans son sac à main et en sortit un document plié. « Je ne savais pas ce que c'était au début. Je l'ai trouvé parmi les notes abandonnées d'Horace. J'aide parfois à trier le matériel du club, mais après ce qui s'est passé, je l'ai gardé. » Elle l'a remis. Il s'agissait d'une photocopie d'un relevé de virement bancaire granuleux et mal aligné. Le destinataire était L. Curtis. L'expéditeur était le Fonds général de la Société d'horticulture de Manchester. Le montant était de 325 livres. « Lionel ?» Madame Ross haleta. « Mais pourquoi ?» Miss Marple répondit à sa place. Horace devait soupçonner un détournement de fonds. Peut-être avait-il d'abord tenté de confronter Lionel discrètement. Ce billet devait faire partie de ce qu'il avait collecté avant de constituer le registre. « Et Lionel le savait, » murmura Cecily. « Il savait que je l'avais. C'est pour ça qu'il a essayé de m'effrayer. » L'agent Hardwick arrive peu de temps après, l'air épuisé et bien trop jeune pour ce qu'il attendait. Il prit possession du document et partit immédiatement pour The Larches. Alors que le soleil disparaissait sous les toits de chaume de Manchester, Lionel Curtis était en garde à vue, protestant bruyamment et mélodramatiquement derrière le hangar à vélo du gendarme. Mais Miss Marple n'était pas satisfaite. Elle était assise sur son porche ce soir-là, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur les traînées oranges qui s'estompent et s'élevaient au-dessus des collines.
Lionel avait un mobile. Il avait menacé Cécilie. Il avait reçu des fonds inexpliqués. Et ses empreintes digitales se trouvaient sur les ciseaux près des lieux du crime. Pourtant, quelque chose restait peu convaincant. Il lui avait remis le mot concernant la clématite. Pourquoi conserve-t-il des preuves pour ensuite les transmettre volontairement? Était-ce un coupable cherchant à brouiller les pistes? Ou quelqu'un d'autre avait-il l'intention de paraître aussi coupable que possible? Les pièces formaient une image, mais elle était juste un peu trop parfaite. Elle repensa aux mots et au registre des orchidées déchirées. Quelqu'un avait déchiré une page, et quelqu'un avait soigneusement caché le registre. Quelqu'un qui connaissait les plantes, qui connaissait intimement la serre. Quelqu'un qui savait qu'il ne serait pas difficile de blâmer un homme aussi pompeux et détesté que Lionel Curtis. Son regard se porta vers le bord du jardin où ses rosiers murmuraient dans la brise. Et puis, ses yeux s'écarquillèrent. Elle se leva rapidement et entra, l'esprit en ébullition. Il y avait quelqu'un qu'elle avait besoin de voir. Quelqu'un qui avait été juste assez proche de tout, mais assez discret pour être ignoré. Elle avait besoin de visiter le hangar du club, mais pas seule. Il était temps de faire un test final. Le lendemain matin, un calme troublant régnait, de ceux qui semblaient s'infiltrer à travers les haies et s'installer tranquillement sur Manchester Street. Anne, tel un silence avant la tempête. L'arrestation de Lionel Curtis avait donné au village exactement ce qu'il pensait désirer. Un coupable, une conclusion et un sujet de conversation au petit déjeuner. Mais sous cette couche de satisfaction, un autre courant sème le doute. Miss Marple, qui n'avait dormi que légèrement, se leva tôt et se dirigea vers l'abri de jardin derrière le bâtiment principal de la société d'horticulture. Elle portait 2 affaires, un chapeau de paille à large bord et un petit carnet noir ayant appartenu à Horace Bellingham. Le hangar était toujours de taille modeste, la peinture s'écaillait légèrement, le loquet récalcitrant à cause de l'humidité. Il n'était pas fermé à clé. Pourquoi l'aurait-il été? Il n'y avait rien à l'intérieur qui vaille la peine d'être volé. Seulement des sacs de compost, des ciseaux, de l'engrais et des rangées de tiroirs soigneusement étiquetés pour les bulbes et les graines. Et encore une chose, dans le coin du fond, sous une vieille bâche et un sac de sable à moitié vide, se trouvait une petite boîte en fer. Miss Marple s'accroupit, souleva la bâche avec précaution et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient de plusieurs papiers pliés, d'autres factures de Tunbridge and Fellows, quelques listes de clubs annotées et, plus révélateur encore, une note manuscrite dans l'écriture d'une précision indéniable d'Horace. Ne vous tenez pas au courant du grand livre uniquement si l'affaire Hollowell refait surface. Elle ferma la boîte et mit le contenu dans son sac à main au moment même où des pas s'approchaient sur le gravier derrière elle. C'était l'agent Hardwick, pâle et essoufflé. « Mademoiselle Marple, je venais justement vous voir. Je pensais que tu le ferais, » répondit-elle en époussetant les genoux. « Que s'est-il passé ?» Il se tortilla, mal à l'aise. « Il y a eu une évolution. Continue. »« Eh bien, monsieur Curtis, vous voyez qu'il a avoué. » Miss Marple s'arrêta à mi-chemin. « Est-ce qu'il l'a fait maintenant ?» Hardwick hocha la tête, presque en signe d'excuse, ce matin même. Il disait qu'il était désespéré, que Horace allait révéler sa mauvaise gestion financière et qu'il ne supporterait pas l'humiliation. Et a-t-il dit comment il l'a fait? Il l'a poussé, marmonna l'agent. Il a dit que ce n'était pas prémédité. Il y a eu une dispute. Horace a trébuché. Il s'est cogné la tête. Miss Marple pencha la tête. Et le grand livre, il a dit qu'il avait paniqué. Il l'avait caché sous le plancher, car c'était le seul endroit auquel il pensait. Elle le regarda pendant un long moment, ses yeux doux mais attentifs. « Le croyez-vous, monsieur Hardwick ?» Le jeune agent rougit. « Eh bien, j'en ai envie. Ce serait plus simple, non ?»« Oui, » dit Miss Marple. Mais la simplicité peut être très trompeuse. Elle rentra chez elle et déposa le contenu de la boîte en fer sur son bureau. Les duplicata de factures confirment plusieurs paiements non autorisés. La plupart remontent à Lionel Curtis, mais un nom réapparaît encore et encore de manière moins évidente. Béatrice Holmes. Miss Marple se rassit, surprise. Béatrice avait été un élément secondaire de l'enquête. Cousine de personne en particulier, arrivée au club de jardinage par de vagues liens familiaux et y était restée bien au-delà de son accueil. Elle avait offert des confitures maison, des sourires délicats et une connaissance méticuleuse des statuts et des caractéristiques du club que peu de gens pensaient à remettre en question. Mais là, à l'encre noire, se trouvait un relevé de remboursement, petit remboursement, discrètement réclamé et signé par Lionel et Horace. Bizarre. Miss Marple sortit un petit carnet d'adresses et le feuillet. Béatrice Holmes venait apparemment du Wiltshire, mais elle n'avait jamais mentionné de quel village il s'agissait. Elle a écrit une note rapide à l'inspecteur Cray à Brackley et l'a envoyée avec le courrier du matin. Puis, elle attendit. Ce soir-là, Miss Marple rend discrètement visite à Madame Ross sous prétexte d'emprunter un patron de tricot. Elles s'installèrent au salon, le thé fumant sur la table, tandis que le pasteur triait des livres de cantiques à proximité. « J'ose dire que la confession de Lionel fait vibrer le village », dit délicatement Miss Marple. « Ça fait du bruit ?»
s'exclama Madame Ross d'un ton moqueur, ils en font presque des sonnets. Tout le monde semble prêt à croire le pire de lui. Oui, cela arrive souvent quand quelqu'un est détesté pour de mauvaises raisons. Son arrogance, voyez-vous, est si facile à confondre avec de la culpabilité. « Tu crois qu'il ment » demanda le vicaire en levant les yeux. « Je crois, dit Miss Marple doucement, que quelqu'un voulait absolument le blâmer, qu'il a peut-être encouragé sa culpabilité. » Madame Ross posa sa tasse. « Mais qui ?» Miss Marple sourit faiblement. « C'est ce que je compte bien découvrir demain. Je crois qu'il est temps de faire une petite démonstration. » Le lendemain matin, Miss Marple organisa une petite réunion au jardin d'hiver. Elle rédigea 3 brèves invitations et les remit elle-même. Une à Madame Hollowell, une à Mademoiselle Cecily Blythe et une à Béatrice Holmes. Chacun d'eux a été remis en main propre. Chacun portait le même message. Une affaire concernant le grand livre et ses implications. Confidentielle. Rendez-vous au conservatoire à midi. J.M. Lorsque l'horloge de l'église sonna minuit, le soleil perça les nuages, projetant de longs rayons de lumière sur le sol carrelé de la véranda. Miss Marple se tenait près de la clématite, son chapeau de paille projetant une ombre douce sur ses yeux. Béatrice arriva la première, élégamment vêtue de crème, son expression ouverte mais méfiante. « Jane, c'est vraiment curieux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous allons bientôt commencer, » dit chaleureusement Miss Marple. Madame Hollowell arriva ensuite, l'air pincé et méfiant. Cécile suivait, incertaine et pâle. Miss Marple fait un geste vers un petit banc. « Merci à tous d'être venus. J'ai examiné les notes d'Horace, le registre, certes, mais aussi quelques documents récupérés dans le hangar du club. Et j'ai bien peur qu'ils soulèvent plus de questions que de réponses. » Béatrice croisa les mains. « Vraiment ?» Miss Marple la regarda droit dans les yeux. « Vous connaissiez bien Horace, n'est-ce pas? Vous l'aidiez à gérer les dossiers, les factures, les finances ?» Béatrice hésita. « Je l'ai aidé, oui. Il avait besoin d'une autre paire d'yeux. »« En effet, » dit Miss Marple, surtout quand ses yeux étaient les siens. « Mais voyez-vous, ma chère Horace commençait à avoir des soupçons. Plusieurs transactions, petites mais régulières, portent de votre nom. Des remboursements de fournitures jamais commandées. Des frais de voyage qu'il n'avait pas autorisés. Pardon ?» La voix de Béatrice s'éleva. « C'est ridicule. »« Sans aucun doute, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Sauf que vous étiez aussi la dernière personne vue à lui parler en privé ce jour-là. Vous vous teniez près des clématites. Horace a dit quelque chose, puis plus tard, son corps a été retrouvé tout près de l'endroit où vous vous trouviez. » Le visage de Béatrice rougit. « C'est une terrible accusation. Je n'ai accusé personne, » dit gentiment Miss Marple. « Mais je me demandais, si vous n'aviez rien à cacher, pourquoi persistez-vous à dire que vous n'étiez qu'un cousin de Lavinia Winthrop, alors que personne ne se souvenait vraiment de votre lien de parenté. » Les lèvres de Béatrice se pincèrent. « J'ai fait quelques vérifications, » continua Miss Marple. « Vous n'êtes pas du Wiltshire, n'est-ce pas? Vous êtes de Sudbury. Et jusqu'à récemment, vous travailliez comme secrétaire pour un tout autre club de jardinage qui a perdu une somme considérable dans des circonstances douteuses. » Silence. Cécile jeta un coup d'œil à Béatrice, visiblement surprise. Agatha haussa les sourcils. Béatrice se redressa. « Ça n'a rien à voir ? » « Au contraire, » dit doucement Miss Marple, « je crois que cela a tout à voir avec ça. Horace a dû reconnaître votre nom. Peut-être pas au début, mais plus tard. Il a rassemblé les preuves. Peut-être vous a-t-il confronté. Et quand vous avez compris, il ne se tairait pas. » Béatrice se leva brusquement. « C'est absurde. Et pourtant, » dit calmement Miss Marple, « cela explique pourquoi Lionel Curtis a avoué. La culpabilité est très malléable, voyez-vous, surtout chez des hommes comme Monsieur Curtis Vin, sensibles à l'opinion publique. Quelqu'un comme lui pouvait être persuadé ou guidé. Vous n'avez aucune preuve. »« Non, » acquiesça Miss Marple. « Pas encore, mais j'en ai fait venir. L'inspecteur Cray devrait bientôt arriver avec un rapport de votre ancien club de Sudbury. » Les yeux de Béatrice se rétrécirent, ses mains se crispèrent à ses côtés, et juste pendant un bref instant, le masque est tombé. Pas un effondrement, pas une confession. Juste une lueur de calcul, de fureur, de quelque chose de froid. C'était suffisant. Miss Marple observa la scène en silence, puis se tourna vers Cécilie. « Veux-tu bien aller chercher le gendarme? Je crois qu'on aura besoin de lui, finalement. » Alors que Béatrice Holmes était escortée une demi-heure plus tard, silencieuse, pâle et les lèvres pincées, le village de Manchester s'agita à nouveau. Le mauvais suspect avait avoué. Le véritable coupable avait manipulé le récit. Et Miss Marple, aiguise à tricoter à la main, était une fois de plus l'architecte silencieuse de la vérité. Mais l'explication complète restait encore à venir. Ce serait le test final de Miss Marple. Bien que Béatrice Holmes ait été placée en détention, le village de Manchester Saint, Anne était loin d'être en paix. Telle une plaie pansée trop hâtivement, la surface avait été apaisée, mais quelque chose en dessous continuait de s'envenimer. Pour certains, la révélation était venue trop vite, trop opportunément. Une mystérieuse étrangère au passé trouble, appréhendée à travers une série de documents et de soupçons. Cela collait peut-être un peu trop bien, mais Miss Marple n'avait pas fini.
La confrontation dans la véranda n'avait pas été le point culminant de son enquête. Elle n'avait fait que planter le décor. Une part d'elle-même s'interrogeait encore sur les derniers outfits, la page déchirée du registre des orchidées de Lionel, la note sur la clématite, les aveux et peut-être plus importante encore, la réaction émotionnelle ou plutôt l'absence de réaction des suspects. Une personne coupable pourrait paniquer. En revanche, une personne vraiment intelligente pourrait semer la panique chez les autres. Elle repensa à la façon dont Lionel Curtis s'était comporté. Dramatique, certes, mais le mélodrame cachait souvent un manque de ruse. Il faisait de piètres meurtriers. S'il avait vraiment voulu piéger Béatrice, aurait-il avoué? Non. Cela nécessitait un autre type d'esprit. Un esprit capable de se rendre invisible en cas de besoin. Un esprit capable de se faufiler entre les gens sans se faire remarquer. Un esprit attentif, patient et capable de planter la bonne idée dans le terreau idéal. Elle avait besoin d'être sûre. Ainsi, Miss Marple, assise à l'ombre de son jardin, commença à élaborer un plan, non pas fondé sur des preuves, mais sur des personnages. Pour cela, elle avait besoin non pas d'un agent de police, mais d'une scène. Tout a commencé avec une lettre, dactylographiée, non signée, glissée à la poste un matin et livrée le lendemain à la porte d'Agatha Hollowell. L'enveloppe était simple, sans adresse de retour, mais à l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Horace le savait, et toi aussi. La clématite se souvient encore. C'est bien sûr Miss Marple qui l'avait envoyée. L'intention n'était pas d'effrayer, pas précisément. C'était d'observer. Elle avait toujours cru que le comportement humain était l'indice le plus honnête de tous. On pouvait répéter ses mensonges, dissimuler des preuves, voire manipuler autrui. Mais on ne pouvait pas feindre son instinct sous la pression. Et donc, après que la lettre ait été livrée, Miss Marple a simplement attendu. Elle n'a pas attendu longtemps. Cet après-midi-là, Madame Hollowell se dirigea vers la véranda, rouge et essoufflée. Elle utilisa sa propre clé, entrant comme pour vérifier quelque chose. Elle ne resta pas plus de 5 minutes. Mais lorsqu'elle sortit, son sac était plus rempli qu'à son entrée. Miss Marple observait tout cela depuis un point de vue privilégié dans la haie, avec une paire de jumelles d'opéra bien polies et la satisfaction de quelqu'un dont les soupçons n'avaient pas été vains. Ce soir-là, elle invita Agatha à prendre le thé. La femme Hollowell arriva habillée avec soin et parfumée à l'eau de lilas, un sourire forcé sur sa bouche comme un ruban sur un paquet trop petit. « Merci pour l'invitation, Jane », dit-elle en s'installant sagement dans le fauteuil du salon. « C'est bon de trouver du réconfort dans les vieilles habitudes, n'est-ce pas ?»« Oh, en effet, » dit Miss Marple en servant du thé. « Mais je dois dire que les événements récents m'ont quelque peu perturbée. » Agatha but une gorgée avec précaution. « Oui, une affaire épouvantable. On déteste penser à la facilité avec laquelle on peut se laisser tromper par un visage agréable. » Miss Marple émit un léger chuchotement d'approbation. Calme. Même si parfois, bien sûr, les visages les plus agréables cachent les vérités les plus anciennes et les blessures les plus profondes. Agatha se raidit légèrement. « Est-ce à propos de Béatrice Holmes ?»« Oh non, » dit Miss Marple. « Plus maintenant. Je crois que Miss Holmes a simplement exploité un problème préexistant. Un schéma déjà en place. Quelqu'un d'autre avait déjà posé les bases. Elle l'a simplement contourné. » Agatha posa sa tasse avec un léger tintement. « Je ne suis pas sûre de suivre, non ?» Miss Marple leva doucement les yeux. « Alors, permettez-moi de vous expliquer quelque chose d'étrange. Lorsque le corps d'Horace Bellingham fut retrouvé, une traînée de terre de clématite fut remarquée à côté de lui. Tout le monde supposa qu'elle provenait des vignes situées au-dessus. N'est-ce pas ? Non, dit Miss Marple doucement. La terre ne correspondait pas. C'était de la terre glaise, pas du terreau. Ce qui signifie que quelque chose ou quelqu'un a dérangé les vignes. Probablement pour y placer ou y enlever quelque chose, je crois que c'était pour enlever quelque chose. Les yeux d'Agatha étaient très immobiles. Peut-être, poursuit Miss Marple, une page, arrachée au registre de Lionel Curtis. Quelque chose d'inquiétant. Quelque chose qui, autrement, l'aurait absous, ou du moins aurait attiré l'attention ailleurs. Elle avait disparu, voyez-vous, juste après la mort d'Horace. Tu penses que quelqu'un l'a pris ? Je pense que quelqu'un l'avait déjà. Miss Marple se pencha en avant, sa voix à peine un murmure. Je crois que oui, Agatha. Je crois que tu as trouvé le mot. Ou peut-être qu'Horace te l'avait montré plus tôt et que tu as compris ce qu'il signifiait. Que ton nom y était, sur les registres. Pas une, messieurs, mais plusieurs. Des virements effectués pour couvrir de vieilles dettes dont Lionel ignorait l'existence. Horace allait vous dénoncer tous les deux, n'est-ce pas ? Agatha ne dit rien. Tu ne l'as pas tué, dit doucement Miss Marple. Mais tu ne l'as pas empêché non plus. Et quand c'est arrivé, quand Béatrice Holmes est devenue un bouc émissaire commode, tu l'as laissé porter le chapeau. Tu as même contribué, par de petits gestes. Les doigts d'Agatha s'enroulèrent fermement autour du bord de son châle. Et tu n'as rien avoué, termina Miss Marple. Parce que tu croyais que c'était fini. Elle se pencha à côté de sa chaise et souleva un petit paquet scellé dans du papier brun, relié par une ficelle. « Voici, dit-elle en la posant délicatement sur le plateau à thé, la page manquante.
trouvée hier dans le panneau mural de la véranda. Non pas sous la clématite comme je l'espérais, mais plutôt au dos d'un boîtier de thermomètre cassé. Agatha déglutit. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être le rendre vous-même aux gendarmes avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Pendant un long moment, le silence régna entre eux. Et puis, Agatha Hollowell, matriarche de la société d'horticulture, gardienne des secrets, pourvoyeuse d'ordre, ferma les yeux et laissa échapper un long soupir. « Tu as toujours eu un moyen de savoir, Jane », dit-elle doucement. Miss Marple tendit la main par-dessus le plateau et lui offrit une tasse. « Du thé, chérie ?» Ce soir-là, Agatha Hollowell entra discrètement au poste et déposa le paquet marron sur le comptoir. L'agent Hardwick, surpris, l'accepta sans un mot. Elle n'a fait aucune déclaration, elle a simplement dit « Tu sauras quoi faire » et elle est partie. À la fin de la semaine, Beatrice Holmes avait été transférée à Brackley pour un interrogatoire plus approfondi. L'inspecteur Cray a confirmé son implication dans des détournements de fonds et des fraudes à Sudbury, mais elle n'a pas été inculpée du meurtre d'Horace Bellingham. Lionel Curtis, après une longue interview, a été libéré. Il n'a pas parlé à la presse. Il est retourné à ses orchidées et a repris le jugement des concours locaux, mais avec un air plus calme et un tic nerveux permanent dans son œil gauche. Agatha Hollowell, pour sa part, démissionna de la société d'horticulture et se retira dans son cottage, où elle garda son jardin dans un état impeccable et vit moins de visiteurs qu'auparavant. Et Miss Marple, tandis qu'elle retournait à son tricot, à son jardin et à ses conversations tranquilles autour du thé. Mais ceux qui la connaissaient et bien remarquèrent une lueur plus vive dans son regard. La satisfaction de cet été ne provenait pas du triomphe, mais de la vérité. Il restait encore le récit final à venir, le village devait comprendre. Et Miss Marple, à sa manière et à son rythme, veillerait à ce qu'ils le comprennent. Le dimanche suivant l'arrestation de Beatrice Holmes et la confession silencieuse d'Agatha Hollowell se leva aussi paisiblement que n'importe quel autre à Manchester-Sainte-Anne. Le ciel était d'un bleu doux, les haies taillées et la cloche de l'église sonna avec sa ponctualité mélodieuse habituelle. Mais malgré son apparence paisible, le village était agité. Miss Marple était bien consciente que, si elle avait vu les fils se nouer avec certitude, le reste du village demeurait dans une élégante confusion. Lionel Curtis avait été libéré. Beatrice Holmes avait été enlevée. Agatha Hollowell avait disparu derrière ses volets. Et pourtant, pour la plupart des gens, le puzzle manquait encore de son déclic final et satisfaisant. Elle a donc décidé de leur en donner un, ni dans les journaux, ni dans la déclaration d'un agent de police, mais à l'endroit où toutes les bonnes vérités du village ont émergé autour d'un gâteau et d'un thé. Elle organisa une modeste réunion sous prétexte d'un thé de récupération dans son jardin. Quelques noms seulement, ceux qui étaient les plus proches de l'incident, et ceux qui avaient apporté leur aide à leur manière. Le révérend et Madame Ross, Miss Cecily Bleeth, Monsieur Lionel Curtis, toujours perturbé, mais trop fier pour refuser. Même l'agent Hardwick, arrivé d'un pas raide, vêtu d'une veste visiblement pas cirée depuis Pâques. Les invités arrivèrent à 3h30 et à 4h, moins le quart, ils sirotaient du thé à l'ombre de la glycine en fleurs de Miss Marple, se servaient du biscuit Victoria sur son meilleur présentoir à gâteau et échangeaient des regards prudents par-dessus le bord des tasses en porcelaine. Finalement, lorsque le gâteau fut coupé en tranches et que l'on servit une deuxième portion, Miss Marple joignit soigneusement ses mains sur ses genoux et parla avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui appelle une congrégation à l'ordre. « Je pense, commença-t-elle, que nous pouvons maintenant parler clairement. Il y eut une pause, un bruissement de tasses de thé. Ces dernières semaines ont été difficiles, a-t-elle poursuivi, et beaucoup de choses ont été dites, spéculées, murmurées derrière les haies et dans les boutiques. Mais comme dans toute confusion, une fois la surface suffisamment dégagée, le schéma sous-jacent devient bien visible. » Cécile se pencha légèrement en avant, les yeux écarquillés. « J'aimerais vous raconter ce qui est arrivé à Horace Bellingham. » L'agent Hardwick s'agitait sur sa chaise. Lionel Curtis avait l'air légèrement vert. Miss Marple tourne son regard vers le groupe et sourit doucement. Voyez-vous, Horace n'était pas un homme agréable. C'est unanimement reconnu. Il était méticuleux, critique, souvent brusque. Mais il avait aussi des principes, surtout envers la société d'horticulture. Elle prit sa tasse de thé, but une gorgée et continua. Il y a quelques mois, il a découvert une série d'écarts financiers, certes mineurs mais persistants. Au début, il s'agissait de remboursements mineurs et irréguliers de reçus discordants. Rien de suffisamment grave pour susciter l'inquiétude. Mais, étant Horace, il a commencé à les documenter, vérifiant chaque commande, chaque approbation. « Curtis » murmura Madame Ross, mais Mademoiselle Marple leva la main. « Pas seulement Monsieur Curtis » dit-elle doucement. Le comportement de Lionel y avait certainement contribué. Il approuvait les remboursements sans contrôle. Mais la véritable racine du problème était ailleurs. Elle laisse la pause durer juste assez longtemps. Beatrice Holmes, le nom est tombé comme une pierre dans le jardin tranquille.
Elle est arrivée à Manchester sous de vagues prétextes. Elle a prétendu être parente éloignée de Madame Winthrop, ce qui n'a pu être vérifié. Mais son timing était très précis. Elle est apparue peu après que Horace ait commencé à exprimer ses inquiétudes lors des réunions du comité. Elle s'est rapidement introduite, proposant son aide pour les dossiers, le transport et les fournitures. Et pendant tout ce temps, dit le révérend Ross, elle volait pas de grosses sommes, dit Miss Marple. Pas assez pour s'en rendre compte rapidement. Mais elle savait comment évoluer au sein du système car elle l'avait déjà fait. À Sudbury, dans un club presque identique. Mademoiselle Payne hocha la tête, plus pour elle-même que pour quiconque. Je la trouvais trop serviable. Horace avait dû comprendre qui elle était, poursuit Miss Marple. Peut-être pas immédiatement, mais bientôt. Et lorsqu'il l'eut compris, il se prépara à la démasquer. Il conserve des preuves dans son registre, et lorsqu'il soupçonna qu'elle pourrait tenter de l'arrêter, il en cacha des copies supplémentaires dans le hangar du club. Il était méthodique. Alors pourquoi n'a-t-il rien dit ? Demanda l'agent Hardwick. Venir à la police ? Parce qu'il ne savait pas à qui faire confiance, dit Miss Marple. Et il craignait, à juste titre, que quelqu'un d'autre soit impliqué. Elle tourna les yeux vers Lionel Curtis dont la bouche se contracta légèrement. Monsieur Curtis n'était pas complice du vol lui-même, mais son orgueil et sa paresse en faisaient une proie facile. Il signait des formulaires sans les lire. Il s'attribue le mérite là où il aurait dû assumer la responsabilité. Horace, je crois, l'a interpellé discrètement. Peut-être dans l'espoir d'une correction, peut-être d'un avertissement. Le visage de Lionel s'assombrit, mais il ne dit rien. L'après-midi du thé du jardin, Horace et Béatrice se disputèrent. Il avait peut-être menacé de parler publiquement. Désireuse d'éviter toute révélation, elle le suivit dans la véranda, peut-être dans le seul but de l'intimider. Mais la situation s'envenima. Elle le poussa, murmura Cecilia. Ou alors il a trébuché, dit doucement Miss Marple. Quoi qu'il en soit, il s'est cogné la tête contre l'établi. Aucune trace d'arme et aucun signe de lutte. Mais l'erreur critique est survenue plus tard. Elle s'arrêta. Au lieu d'appeler à l'aide, Béatrice paniqua. Elle chercha son carnet et le trouva toujours sur elle. Mais elle ne pouvait pas l'emporter sans le voir. Elle revint donc plus tard, une fois la foule rassemblée, et le prit. Elle prit également une page du registre des orchidées de Lionel. Une page sur laquelle Horace avait écrit en marge « B.H. Sudbury ». Elle comptait accuser Lionel ? Demanda Hardwick. Pas au début, dit Miss Marple. Je crois qu'elle espérait que les soupçons ne se porteraient sur personne, que ce serait considéré comme un accident. Mais lorsque des questions surgirent, alors que l'ego de Lionel faisait de lui un suspect d'un naturel, elle s'adapta. Et le grand livre ? Demanda le révérend Ross. Elle réalisa qu'il était trop risqué de le garder. Elle le cacha donc sous le plancher de la véranda. Puis, lorsqu'il devint évident que les soupçons risquent de se retourner contre elle, elle tenta de le déplacer à nouveau. Son erreur fut de donner à Mademoiselle Payne des raisons d'avoir peur. Cela attira l'attention. Miss Marple se pencha en arrière, croisant à nouveau les mains. Béatrice s'en serait tirée sans ce petit mot. La clématite révélera tout. Une formule théâtrale, mais pas la sienne. Elle venait d'Horace. C'était un avertissement pour lui-même. Un moyen mnémotechnique. Il l'avait écrit en marge du registre pour se rappeler de vérifier sous la clématite, là où il avait autrefois caché la clé de son abri de jardin. « Mais pourquoi personne n'a vu le mot plus tôt ?» demanda Madame Ross. Miss Marple sourit. « Parce que quelqu'un l'avait déjà arraché ?» Elle laisse le silence perdurer encore un instant. Et puis, dit-elle doucement, il y avait Madame Hollowell. Le nom d'Agatha flottait dans l'air comme le parfum des lys coupés. Elle n'était pas coupable du crime, dit Miss Marple. Mais elle avait quelque chose à cacher, quelque chose d'argent sans doute, que Horace avait également découvert. À sa mort, elle y vit une occasion de se protéger. Elle trouva le mot. Et plutôt que de le révéler, elle le cacha. Peut-être par peur, peut-être par fierté. Une longue pause s'ensuivit. « Et Lionel ?» demanda Cécilie. Il avoua. Parce qu'il se croyait coupable, dit Miss Marple, non pas de meurtre, mais de négligence. Il pensait avoir manqué quelque chose d'essentiel. Et il était manipulé. Un mot astucieux ici, une allusion voilée là, Béatrice l'encourage dans sa culpabilité. Juste assez pour le convaincre. L'agent Hardwick secoua lentement la tête. C'était comme une partie d'échecs. Miss Marple sourit faiblement. Plutôt du jardinage, ma chère. Une mauvaise herbe avait été plantée il y a longtemps. Il suffisait de suivre les racines. Lorsque les invités partirent, le crépuscule commençait à tomber sur les collines. Le jardin était redevenu silencieux, les ombres tombant sur les hortensias. Miss Marple était assise seule sur son banc, regardant le dernier rayon de soleil disparaître derrière le clocher de l'église. Le village avait désormais ses réponses. La vérité, confuse, complexe et pleine de défauts humains, avait enfin éclaté. Mais elle savait qu'il restait un dernier chapitre à écrire. Un règlement de compte tranquille, un moment de calme, et puis, comme toujours, les conséquences. Le soleil était à peine levé lundi matin que les ragots reprirent à Manchester Street. Anne, rafraîchie, revigorée et légèrement essoufflée.
Mais cette fois, il ne s'agissait pas de spéculations haletantes sur l'inconnu, ni d'une analyse inquiète des faits et des rumeurs. C'était quelque chose de plus calme, de plus contemplatif. Le genre de ragots qui suivent un règlement de compte lorsque le village, après avoir regardé son ombre en face, se tourne vers la lumière. Beatrice Holmes avait disparu. Elle avait été escortée à Brackley sous surveillance discrète, en attendant d'être officiellement inculpée non seulement de fraude, mais aussi d'obstruction, de tentative de coercition et de falsification de preuves. Sa culpabilité, bien que finalement non liée à un meurtre, avait été suffisamment profonde et sournoise pour ébranler les nerfs de chaque foyer de la paroisse. Agatha Hollowell, elle aussi, avait démissionné de la société d'horticulture et s'était réfugiée derrière des rideaux tirés. Elle ne serait accusée de rien. Miss Marple s'en était assurée, argumentant gentiment mais fermement auprès de l'inspecteur Cray que la honte et l'isolement étaient une punition suffisante. Et Agatha avait accepté sa sentence avec la fierté d'une femme qui avait toujours su que chaque faux pas avait des conséquences. La société se rétablissait. Déjà des rumeurs de réorganisation circulaient. Madame Ross, en particulier, avait pris l'habitude de prendre des notes en faveur d'une structure de club plus démocratique, et le révérend Ross, bien que moins enthousiaste, appuyait consciencieusement chacune de ses propositions. Quant à Lionel Curtis, il reprend son rôle d'expert local en orchidées, avec toute la dignité d'un homme récemment épargné par la disgrâce publique. Son air fanfaron avait disparu, laissant place à une humilité prudente. Il assistait plus fréquemment aux offices et on l'entendait plus souvent s'enquérir des autres avant de parler de lui-même. Certains disaient que cette épreuve lui avait été bénéfique. Cecily Blythe, qui était sortie de l'ombre pendant l'affaire, se trouva étonnamment populaire. Les invitations à prendre le thé se multiplient. À l'école, les enfants commencèrent à l'appeler Miss Bliss la Brave, ce qui la fit rougir terriblement, mais la fit tout de même sourire. Miss Marple, pour sa part, retourna à ses habitudes avec une précision si parfaite qu'on aurait pu croire que toute cette affaire l'avait à peine perturbée. Mais en vérité, c'était le cas. Non pas dans le sens d'un choc ou d'un traumatisme. Miss Marple, après tout, s'était depuis longtemps familiarisée avec les contours les plus sombres de la nature humaine, mais de la manière douce et durable qui survient lorsque l'on se rappelle, une fois de plus, avec quelle facilité la vérité est habillée de décence et comment le mal se cache souvent derrière la familiarité. Une semaine après son thé, Miss Marple se tenait devant la tombe d'Horace Bellingham, une modeste parcelle nichée près du mur sud de l'église. La pierre tombale était simple, son nom, ses dates de naissance et de décès, et l'inscription « Il connaissait ses roses ». Elle déposa un seul lys blanc sur le dessus et resta un moment silencieuse, ses mains gantées jointes devant elle. « Il ne méritait pas de mourir comme ça », dit une voix derrière elle. Miss Marple se retourna et vit Madame Ross s'approcher, chapeau à la main, le visage abattu. « Non », acquiesça-t-elle doucement. Mais il n'était pas mort en vain non plus. Ses archives ont permis de démasquer non pas un, mais plusieurs malfaiteurs. Son obsession pour l'ordre lui a peut-être coûté des amis, mais elle a préservé la vérité. Ils restèrent un moment ensemble, le silence rempli par la brise et le cri lointain d'un pigeon ramier. « Tu avais raison sur tout », dit finalement Madame Ross. « Même les détails qui ne semblaient pas aller ensemble. Je ne sais pas comment tu fais. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, ce n'est pas de la grande magie. Je suis simplement attentive. On vous dit souvent ce que vous devez savoir. Il suffit d'écouter quand on pense que vous ne le savez pas. » Madame Ross rit doucement. « Eh bien, je vous écoute maintenant. Et je soupçonne que vous auriez pu nommer Beatrice Holmes dès le début. »« J'avais des soupçons, dit Miss Marple, mais soupçonner n'est pas une preuve. J'ai attendu qu'elle se révèle, et elle l'a fait, comme toujours. » De retour à son cottage ce soir-là, Miss Marple se remet à tricoter. Elle venait de commencer un nouveau motif de losanges entrelacés et s'habitue au rythme du poing lorsque Mauser miaula un instant et sauta sur le rebord de la fenêtre. Elle leva les yeux, la lumière du soir éclairait la pièce, effleurant la vitrine où se trouvait sa porcelaine et réchauffant les coussins brodés du canapé. Chaque chose était à sa place, propre, silencieux. Elle prit son carnet, tourna la page et commença à écrire. Sur la nature des crimes villageois, c'était un projet personnel, commencé des années auparavant et jamais complètement achevé. Une sorte de catalogue, non pas des méthodes ou des moyens de meurtre, mais des motivations. Les subtiles variations de l'envie, l'acuité particulière de l'orgueil, la lente érosion du ressentiment et les conséquences dangereuses d'une sous-estimation. Elle s'arrêta après le titre, tapotant légèrement son stylo. Et puis elle a commencé. Le criminel le plus dangereux n'est pas celui qui crie ou frappe sous le coup de la colère, mais celui qui sourit et attend qu'on lui fasse confiance. Dans des villages comme le nôtre, le mal n'arrive pas avec un « que diriez-vous » de « il se glisse avec un plat à tarte et un compliment ». Et c'est rarement le fait d'un inconnu.
Le vrai danger, c'est toujours celui qui sait quel bouilloire siffle à quelle heure et quel placard grince dans quelle maison. Celui qui a été invité à entrer. Elle s'arrêta relisant ces mots, puis sourit faiblement et ferma le cahier. C'était suffisant pour aujourd'hui. Elle se leva, se prépara une tasse de thé et sortit dans son jardin. Les rosiers poussaient bien. Les delphiniums, légèrement rebelles, mais la clématite était exquise. Des fleurs, lavandes pâles, se détachèrent sur le treillis, leurs pétales s'enroulant comme des secrets révélés. Tandis qu'elle arrachait une petite mauvaise herbe entre les pavés, elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient éclaircis, et tout était à nouveau calme à Manchester Street. Anne, pour l'instant.